Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau important du programme de Terminal NSI, la programmation fonctionnelle. Mettez de côté un instant vos habitudes de codeur. On va explorer ensemble une nouvelle façon de penser, une nouvelle philosophie pour construire des programmes. C'est une compétence qui, croyez-moi, fera vraiment la différence, non seulement pour le bac, mais pour tout le reste de votre parcours. Bon, voilà notre plan de bataille. D'abord, on va voir pourquoi notre code habituel est parfois trop rigide. Ensuite, on plongera dans le paradigme fonctionnel pour voir comment il résout ce problème. On verra comment Python nous aide avec ça, puis on parlera d'un concept clé, l'immuabilité. On analysera les pour et les contre, et on terminera bien sûr avec une méthode en béton armé pour cartonner sur ce sujet au bac. C'est parti! Commençons par une situation que tout le monde a déjà vécue. Vous passez du temps à écrire un super algorithme, vous êtes fier, il marche du tonnerre, et là, le prof ou un client plus tard vous demande de changer un tout petit truc. Et patatras, tout est à refaire. C'est ce que j'appelle le piège du code rigide, et c'est frustrant. Alors, regardez ça. Le tri par insertion, un grand classique. On le connaît, il est propre, il fait le job pour trier une liste de nombres. Impeccable. Mais que se passe-t-il si, tout à coup, ce ne sont plus des nombres qu'on doit trier? Le problème, il est là, sous nos yeux, dans le code. Vous voyez cette comparaison? T de J-1 supérieur à V, elle est codée en dur, c'est-à-dire qu'elle ne sait comparer que des nombres. Pour trier nos élèves par année de naissance, on serait tenté de faire un copier-coller de toute la fonction et de juste changer cette ligne. Mais ça, c'est une très mauvaise pratique. Pourquoi? Parce que si vous trouvez un bug dans la première version, il faut avoir pensé à le corriger dans la deuxième, la troisième, c'est ingérable. Ce mur-là, on va apprendre à le faire tomber. Alors comment on s'y prend pour écrire un code plus souple, plus intelligent? Eh bien, la solution, c'est de changer de point de vue. C'est d'adopter ce qu'on appelle le paradigme fonctionnel. C'est vraiment un changement de mentalité. Le paradigme impératif, celui que vous connaissez bien, c'est comme donner une recette de cuisine très détaillée. Tu prends ça, tu mélanges, tu attends 5 minutes, tu mets au four. Le paradigme fonctionnel, lui, décrit plutôt le plat final. Je veux un gâteau au chocolat fait à partir de ces ingrédients. Le comment on y arrive, c'est moins notre problème. On se concentre sur le quoi. Ok, voici la définition formelle, un peu académique. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est deux idées révolutionnaires. Première idée, les fonctions sont des valeurs comme les autres. On peut les stocker dans des variables, les passer en paramètres. Deuxième idée, on évite de modifier les données. On va voir tout de suite ce que ça veut dire. Allez, trêve de théorie, on passe à la pratique. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'apprendre un nouveau langage. Python, que vous utilisez tous les jours, est parfaitement taillé pour la programmation fonctionnelle. Et là, c'est presque magique. Regardez la différence. À gauche, notre code rigide. À droite, le nouveau code. Au lieu d'avoir un griseur figé dans le marbre, on a ajouté un paramètre, inf, qui est une fonction. On passe la fonction de comparaison en argument. D'un coup, notre algorithme de tri devient universel. Il peut trier n'importe quoi du moment qu'on lui fournisse la bonne fonction pour comparer. Et là, attention, outil de pro, l'expression lambda. C'est quoi ce truc? C'est une façon de créer une mini-fonction, une fonction jetable, sans même avoir besoin de lui donner un nom avec def. On la crée à la volée, juste là où on en a besoin. C'est hyper concis, hyper lisible quand on a l'habitude, et le jour du bac, savoir placer un lambda au bon moment, ça montre à l'examinateur que vous avez vraiment pigé le concept en profondeur. Passons au deuxième pilier du fonctionnel, l'immuabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'interdit de modifier les données une fois qu'elles sont créées. Je sais, ça peut paraître complètement contre-intuitif. Comment je programme si je ne peux rien modifier? Et pourtant, c'est une des clés pour avoir un code beaucoup plus simple et plus fiable. La distinction est cruciale. L'opération mutable, c'est ce que vous faites avec malist.append5. Vous modifiez directement la liste existante. L'opération immuable, c'est différent. Au lieu de modifier l'objet, l'opération en crée une nouvelle copie, modifiée. L'original, lui, n'a pas bougé. Regardez cet exemple. À gauche, la version impérative. L'ensemble S est modifié. Si une autre partie du programme utilisait S, elle verrait ce changement sans l'avoir demandé. C'est ce qu'on appelle un effet de bord. C'est la source de bugs incroyablement difficile à trouver. À droite, la version fonctionnelle. A et B sont intactes. La fonction union a créé un tout nouvel ensemble, C. C'est propre, c'est prévisible, il n'y a pas de surprise. Retenez bien cette phrase. En créant toujours de nouvelles valeurs, on gagne une propriété géniale qui s'appelle la transparence référentielle. C'est un mot un peu barbare pour dire une chose toute simple. Votre fonction se comporte comme une vraie fonction mathématique. Si vous appelez f de x, elle vous donnera toujours le même résultat, peu importe ce qui se passe ailleurs. Votre code devient prévisible, facile à raisonner et beaucoup plus simple à tester. Attention, aucun paradigme n'est une solution magique à tous les problèmes. Le fonctionnel a des avantages immenses, mais aussi des inconvénients. Pour le bac, on attend de vous cet esprit critique, cette capacité à peser le pour et le contre. Ce tableau résume bien le match.
Côté fonctionnel, on gagne en prévisibilité et en réutilisabilité. C'est plus sûr. Côté impératif, modifier les choses sur place est souvent plus efficace en termes de mémoire et de vitesse. Le revers de la médaille du fonctionnel, c'est que créer sans cesse de nouveaux objets, ça peut avoir un coût en performance. Un bon développeur n'est pas un fanatique. Il connaît les deux approches et il choisit la plus adaptée aux problèmes qu'il doit résoudre. Bon, on met tout ça ensemble. Concrètement, le jour de l'épreuve, face à un exercice, comment on applique cette façon de penser pour marquer des points? Voici la méthode en 4 temps. D'abord, vous repérez le cœur du problème, la partie qui est trop spécifique. Ensuite, vous transformez cette partie en un paramètre, une fonction que vous pourrez passer à votre algorithme. Troisièmement, vous codez. Et enfin, l'étape 4, elle est hyper importante, vous justifiez votre choix. Vous expliquez pourquoi c'est mieux, pourquoi ça rend le code plus robuste, plus réutilisable. L'examinateur ne veut pas juste un code qui marche, il veut voir que vous avez réfléchi à sa conception. Voilà votre kit de survie pour ce chapitre. Ces 5 points, c'est la base, c'est non négociable. Vous devez être capable de définir chacun de ces termes et surtout d'expliquer à quoi il sert avec un exemple concret. C'est votre checklist de révision. Et je vous laisse avec une question pour aller plus loin, pour vous faire chauffer les neurones. On a vu qu'une fonction peut recevoir une autre fonction en paramètre. Mais imaginez l'inverse. Imaginez une fonction qui, au lieu de renvoyer un nombre ou une chaîne de caractères, fabrique et renvoie une toute nouvelle fonction. Pensez aux possibilités que ça ouvre. C'est la porte d'entrée vers des techniques de programmation encore plus avancées. Tout un monde à explorer. Bon courage pour vos révisions.